Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 60 de notre émission Entre nous soit dit. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème majeur de la France. Il ne s'agit pas de la crise économique que nous vivons en ce moment, même si nous aurons l'occasion d'en parler, mais des raisons qui font que depuis plus de 2 siècles, la France est en guerre contre elle-même. Ceux qui s'imaginent que les 2 siècles que nous venons de vivre ont été un long fleuve tranquille n'ont certainement pas lu l'histoire. Et en tout cas, je crois qu'ils ne doivent pas être très nombreux, car tout le monde sait qu'il s'est passé énormément d'événements, non seulement en France, mais dans le monde. Et tous ces événements ont trouvé leur naissance dans l'existence, finalement, à quelques années d'intervalle, de 2 France. Pour en parler, celui qui nous donne l'occasion de réfléchir sur ce sujet, Philippe Nemo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître et qui est vraiment un des livres les plus importants de ces dernières années, et même depuis de longues années d'ailleurs, que je vais montrer à la caméra. Philippe Nemo, Les 2 républiques françaises. Voilà, aux éditions des presses universitaires de France, les PUF. C'est un ouvrage très important car, pour la première fois depuis fort longtemps, on dit les choses. Alors, le temps était venu de les dire. On a mis quand même près de 2 siècles à avoir le courage de les dire. Vous êtes celui par qui le scandale arrive, car vous nous expliquez dans cet ouvrage magistral, qui est magistral d'ailleurs à tous égards, car il vient après des décennies de réflexion et de culture, et vous avez publié des ouvrages décisifs sur l'histoire des idées politiques, qu'elles soient celles de l'Antiquité ou celles du monde moderne. Et aujourd'hui, cet ouvrage vient en quelque sorte nous obliger à réfléchir sur ce que nous sommes réellement, et presque, pourrait-on dire, à quel camp nous appartenons. Alors évidemment, c'est un langage que certains pourront trouver un peu guerrier, mais ce n'est pas nous qui sommes guerriers, c'est ceux qui font la guerre à une certaine idée de la société, et ce conflit est né donc en 1789, même s'il prend ses racines au cours des siècles qui précèdent. Alors expliquez-nous pourquoi 1789 est une année emblématique, et 1793 une autre. Mais en réalité, il y avait un historien italien qui a enseigné à Genève, qui a écrit un livre qui s'appelle les deux révolutions françaises. Alors, il s'appelle Guglielmo Ferrero, et il avait soutenu que dans la Révolution française, il y avait en fait 2 révolutions en une. Et il désignait l'une par 1789 et l'autre par 1793. Mais il faut prendre ces dates comme des symboles d'un idéal type, d'une sorte d'idéal politique, et non pas comme des dates au sens chronologique précis. Parce qu'en fait, 1793 commence dès 1789, avec la prise de la Bastille et les violences qui ont lieu à ce moment-là. Et les 2 idéotypes, c'est en gros la démocratie libérale, pour 1789, et c'est le socialisme totalitaire pour 1793. Et alors, le problème, c'est que depuis la fameuse formule de Clémenceau, la révolution est un bloc, on enseigne aux enfants, puisque la gauche a pris l'école depuis le début du siècle, on va y revenir, on enseigne qu'il y a une seule révolution, et que si on veut l'état de droit, la République au sens où tous les Français l'entendent, c'est-à-dire l'état de droit, la sécurité juridique, l'égalité devant la loi, il fallait passer par les coupeurs de tête. Et donc, les coupeurs de tête sont des gens très sympathiques, héroïque, grâce à qui l'état de droit est arrivé. Ce qui est quand même un fort paradoxe, mais c'est ce qui s'appelle un mythe. Si on croit au mythe, il y a toujours des contradictions dans les mythes. Alors le mythe de la Révolution, effectivement, ça a été fort bien exprimé par la formule que vous rappeliez de Clémenceau, qui me fait penser à une autre formule. Un tel est un salaud, mais c'est mon salaud à moi. Alors évidemment, la Révolution, nous sommes tous peu ou prou issus, sinon de la Révolution, du moins de l'organisation de la société qu'elle a provoquée. Alors faut-il pour autant accepter l'ensemble de ce que cette Révolution a drainé? C'est tout le problème, et c'est le problème qui est posé par votre livre, et qui est posé par la société française elle-même depuis 2 siècles. Alors pouvez-vous nous dire en substance ce qu'est en somme 1789 et ce qu'est 1793? Et écoutez, 1789, c'est l'arrivée en France d'un progrès, il faut employer ce terme. Je sais bien qu'il y a des gens qui critiquent l'idée même de progrès, mais ce n'est pas mon cas, et qui consiste à promouvoir les libertés de penser, contre le dogmatisme, contre l'obscurantisme.
liberté économique contre les monopoles et les corporations, pas seulement les monopoles de l'État, mais vous savez que dans l'Ancien Régime, il y avait un corporatisme qui empêchait le développement économique. C'est la fameuse loi Le Chapelier. Voilà. Et puis troisièmement, les libertés politiques, c'est-à-dire le fait que il y ait quelque chose qui ressemble à une démocratie, si vous voulez. Alors, il y a plusieurs degrés dans la démocratie, plusieurs natures, mais l'idée c'est que le pouvoir ne doit pas être monopolisé par un homme ou par une famille ou par une poignée d'oligarques. Alors, ces libertés rendent possible une société plus complexe, parce que qui dit liberté dit pluralisme, et qui dit pluralisme dit expérience, innovation, pourvu qu'évidemment tout ça soit régulé par des règles de juste conduite. Et ce progrès avait déjà été fait dans d'autres pays occidentaux, en Hollande à la fin du XVIe siècle, en Angleterre au XVIIe siècle, il venait de faire en Amérique avec la Révolution américaine, voilà, l'indépendance. Et une élite éclairée en France voulait la faire en France, et elle aurait pu la faire de façon aussi... alors ceci dit, la Hollande et l'Angleterre, ça s'est pas très bien passé non plus. Il y a eu des brutalités, mais en Hollande c'était autre chose, parce qu'il y a eu une révolte contre Philippe II d'Espagne, il y a une dimension nationale. Une révolte nationale, c'est ça. Et en Angleterre, il y a eu tout de même la première révolution anglaise qui a été très, très sanglante, et qui a fini par couper la tête du roi Charles Ier en 1649. Mais la seconde révolution, dite glorieuse, a consisté simplement dans le fait qu'un roi, que le Parlement anglais ne voulait pas d'un roi catholique et suspecté de vouloir rétablir l'absolutisme, et il le lui a fait savoir, et ce roi, qui était sans doute un bon chrétien, n'a pas voulu verser des flots de sang, et il est parti tranquillement, il est rentré en France, où il avait été élevé d'ailleurs, et il a cédé la place à son cousin Guillaume d'Orange, qui a instauré, alors ça s'est fait, il y a plusieurs étapes ensuite, enfin on arrive à ce fameux régime anglais du XVIIIe siècle que tous les philosophes français connaissaient et admiraient, comme Voltaire, enfin Montesquieu d'abord et Voltaire. Et beaucoup de gens en France voulaient une évolution du même type. Et il n'est pas du tout exclu que Louis XVI la voulait aussi. Ou en tout cas son entourage, ou en tout cas les ministres qu'il a pris. Turgot, par exemple. Turgot, le premier ministre qui a pris Louis XVI, mais ensuite des gens comme Necker le voulaient aussi. Et donc la question est de savoir c'est si, dès lors qu'on enclenchait ce processus, on devait forcément tomber dans la terreur. Alors, et la réponse est évidemment non. Alors, d'abord parce que ça peut se montrer, parce que vous avez des accidents dans l'histoire, vous avez des événements, et ces événements sont contingents, ils auraient très bien pu ne pas se passer si des erreurs n'avaient pas été commises, etc. Il y a peut-être une raison plus fondamentale qui est qu'il n'existait pas en France, du fait de l'absolutisme, une classe moyenne qui aurait pu défendre ces acquis démocratiques. Alors qu'en Angleterre, elle existait depuis les Tudors. Il y avait une classe marchande, nombreuse, riche, dynamique, et lorsque les Stuarts ont voulu imposer à l'imitation de la France l'absolutisme, cette classe était suffisamment nombreuse pour mener une révolte qui a abouti donc à ce régime anglais. Et en France, malheureusement, par l'absolutisme, par l'étatisme, le colbertisme, il y avait beaucoup de commerçants. C'était le pays le plus riche d'Europe. Hein. Mais enfin, c'était aussi le plus peuplé, parce que pour des raisons agricoles, parce que c'est le pays le plus fécond en Europe. Il était déjà moins développé à population égale que la Hollande ou que l'Angleterre. Et bref, alors ça c'est une raison de fond qui a quand même expliqué que les gens qui ont voulu promouvoir la démocratie libérale en 1789, lorsqu'il y a eu des difficultés, n'ont pas rencontré tous les appuis qu'ils auraient pu rencontrer, parce qu'il y avait une poignée d'émigrés qui voulaient rétablir l'ancien régime, et les Jacobins ont su... Ils ont exploité la situation. Voilà, ils ont exploité la situation et ils ont su défendre le jacobinisme parce que l'alternative semblait n'être que le retour pur et simple à l'ancien régime. Et ce qui est frappant dans les descriptions que vous venez de faire et que l'histoire évidemment nous enseigne, c'est qu'au fond ces trois révolutions, si on exclut la Révolution française, se sont faites sur fond religieux. Même aux Pays-Bas, où il y avait effectivement une domination étrangère, celle de l'Espagne, il y avait quand même le fond que l'Espagne était catholique et eux, ils étaient devenus protestants. En Grande-Bretagne, les catholiques et ceux qui se sont appelés les anglicans, qui étaient en fait d'anciens catholiques, étaient quand même dans une opposition frontale. Et aux États-Unis, tout le monde sait que ce sont
les gens immigrés, les pères fondateurs, qui y sont allés par souci de pouvoir exercer leur propre religion et de vivre selon leurs pratiques. Et de créer une nouvelle Jérusalem, voilà. outre-Atlantique, bien entendu. Or, nous avions un fond religieux, et en France, finalement, est-ce que cette composante a existé? Est-ce qu'elle a opposé 89 et 93? Elle a existé encore plus, si on veut bien admettre, mais c'est pour ça qu'il faut faire un petit effort intellectuel, que l'athéisme jacobin, l'antichristianisme jacobin, c'est que ce sont des déchristianisateurs enragés, enfin, ils ont coupé la tête de plusieurs milliers de prêtres. Hein. C'est une autre forme de religion, justement. Hein. On va peut-être y revenir ensuite, c'est une sorte d'hérésie judéo-chrétienne que j'appelle, mais qui s'appelle le millénarisme, et qui existe depuis le début de l'histoire, je vais y revenir, et qui a pris à cette époque une forme laïcisée, mais dont les composantes bibliques sont parfaitement reconnaissables sous les oripeaux laïques. Donc en fait, il y a une nouvelle fois une guerre de religion, deux religions s'affrontent, une religion millénariste, qui considère que le christianisme, en quelque sorte, est son ennemi parce qu'elle pousse l'homme à se satisfaire de sa condition actuelle dans la mesure où son espoir est dans l'au-delà, et donc c'est effectivement contre ceux qui veulent tout et maintenant, ou en tout cas ici et maintenant, comme ils disent. Et puis, ce qui était absolument extraordinaire, que vous décrivez magistralement dans le livre, c'est qu'il crée en fait toutes les apparences et tous les décors d'une nouvelle religion, puisque ce millénarisme ne reculera devant rien pour faire arriver le moment suprême qui est celui où leurs idées auront triomphé, c'est-à-dire où la société sera parfaite selon leur vue. Et vous savez que M. Vincent Payon, homme politique de premier plan, a publié un livre, malheureusement il l'a publié 6 mois trop tard, parce que s'il l'avait publié 6 mois trop tôt, il m'aurait fourni d'autres arguments inespérés. Vous savez que Vincent Payon, c'est le numéro 2 du camp Ségolène Royal. Et par ailleurs, je suppose que c'est pas un bolchevique le couteau entre les dents, hein, mais alors il parle. En tout cas, c'est un bolchevique qui vit très bourgeoisement. Si bolchevique il y a. Crois bien lui fasse. Mais il vient d'écrire un livre qui s'appelle La Révolution française n'est pas terminée. Donc il suggère de la terminer. Et il en parle d'une façon incroyable, c'est-à-dire que il en parle de façon religieuse, littéralement religieuse. Par exemple, si vous demandez à un chrétien comment se structure l'histoire du monde, il va vous dire que Dieu a créé les hommes, et puis que les hommes ont péché, et puis alors Dieu a envoyé des prophètes pour essayer de l'amender, et puis ça n'a pas suffi, il a fini par envoyer son fils, qui est mort sur la croix, et qui a racheté toute l'humanité, et qui est monté au ciel, et depuis lors nous attendons son retour. Donc toute l'histoire se structure autour de l'incarnation du Christ. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est comme ça, quoi. L'incarnation est le pivot de l'histoire. Eh bien, Vincent Payon parle de la Révolution française dans les mêmes termes. Absolument dans les mêmes termes. C'est le pivot de l'histoire. C'est un événement qui est à la fois dans le temps et hors du temps, avant le temps, après le temps. Enfin, il y a des pages époustouflantes où alors c'est un événement transcendant, si vous voulez. Hein, il le décrit comme un événement transcendant. Alors, on aura peut-être l'occasion d'expliquer tout ça plus posément, mais je voudrais revenir, si vous voulez, sur l'idée qu'il y a deux révolutions françaises, et on a évoqué plusieurs raisons, mais la raison la plus importante, c'est qu'en fait, il y a deux idéotypes. Et de ce point de vue-là, il y a parmi les nombreux mensonges volontaires ou involontaires, parmi les nombreux mythes que la gauche a répondu depuis qu'elle tient l'école, hein, il y a l'idée que les Jacobins seraient héritiers des Lumières. Et au fond, ils auraient lutté contre un ancien régime, obscurantiste ou obscur, et ils seraient représentants des Lumières. Et c'est absolument faux. Les Jacobins se sont réclamés de Rousseau, qui est l'homme de l'anti-Lumière, et d'ailleurs tout à fait redouté et méprisé par les hommes des Lumières, par les Voltaire et Diderot et compagnie. Et ça peut s'expliquer assez bien. Les Lumières, alors, moi je ne suis pas un fan à 100% des Lumières, parce que vous avez des excès, mais vous avez un mouvement, disons, rationaliste, en faveur de la raison, contre l'obscurantisme, contre le dogmatisme, avec l'idée que la raison doit avoir le droit à la critique, parce qu'elle ne peut procéder que par essai et erreur, et pour ça elle ne doit pas être... Bon. Et tout ceci est très positif. Et d'ailleurs c'est la continuation d'un mouvement commencé depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, poursuivi à la Renaissance, et avec l'émergence de la science, si vous voulez. Donc là vous avez dans les Lumières, il va y avoir les premiers succès de la physique, il va y avoir avec Lavoisier, Buffon, la chimie, la biologie. Bon. Et alors,
et ça fait entrevoir des progrès pour l'humanité, et ces progrès ont besoin de liberté à la fois intellectuelle et économique. Donc ces lumières-là ont inspiré 89, la démocratie libérale. Mais 93 s'inspire précisément du millénarisme. Et là, c'est une tradition beaucoup plus ancienne, voire réactionnaire en réalité. C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité, de gens qui n'admettent pas l'avènement de l'état de droit. C'est une sorte de retour de tribalisme, si vous voulez. Vous avez un avènement de l'état de droit depuis les Romains, hein, puisqu'au fond l'Empire romain était déjà un état de droit. Cet état de droit permet la liberté individuelle, parce qu'il invente le droit, justement, qui permet de réguler les conflits. La liberté individuelle permet la spécialisation. Parce que le droit régule les échanges. Donc si vous avez un état de droit solide, vous pouvez avoir des gens qui font des échanges, et à partir du moment où vous pouvez échanger, vous pouvez vous spécialiser, puisque vous ne produisez plus tout ce dont vous avez besoin. Et par conséquent, ça produit la prospérité. Si l'Empire romain a dominé le monde ancien, c'est pas à cause des légions. Les légions, c'est une conséquence. Mais la vraie raison, c'est qu'il avait inventé le droit, le droit romain. Et cette prospérité, là on peut le regretter, ça fait partie des tragédies humaines, ne se produit pas. Si vous voulez, l'humanité ne progresse pas simultanément vers la prospérité, mais vous avez des gens qui vont plus vite que d'autres. Donc le progrès général s'accompagne aussi d'une différenciation et d'une inégalité. Et en réaction à ça, vous avez une tendance atavique, groupale, hein, qui vient du passé tribal de l'humanité, qui est une réaction contre ça. Et ça, c'est ça qui a donné, qui a nourri le millénarisme dans l'Antiquité. Et je rappelle que le millénarisme, c'est donc une hérésie, une hérésie judéo-chrétienne, parce que vous avez un millénarisme juif aussi, hein, précédemment à l'Apocalypse, au Christ et à l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean, c'est le énième exemplaire d'une littérature apocalyptique juive. Et l'idée, c'est que la fin du monde est proche, et il faut la hâter, et la fin du monde consistera dans le fait que l'armée des justes se lèvera, l'armée des méchants se lèvera contre elle, il y aura un grand combat eschatologique, le combat de la fin des temps, et ce combat sera presque perdu par les justes, qui ne sont qu'une poignée. Hein. On reviendra tout à l'heure sur cette notion que les justes ne sont qu'une poignée, et que tous les autres sont des pécheurs. Les élus. Et les élus finiront quand même par gagner grâce à une aide surnaturelle du ciel. Alors, les premiers chrétiens, parmi les premiers chrétiens, il y avait une tentation, puisqu'ils étaient persécutés par l'Empire romain, de prendre cette prophétie de l'Apocalypse au premier degré, enfin au sens littéral, si vous voulez, et de mener une révolte contre l'Empire romain pour échapper à la persécution et pour mettre fin au monde. Et quand l'Empire romain s'est converti au christianisme, même avant cela d'ailleurs, puisque les pères de l'Église comme Origène ont déjà critiqué le millénarisme dès le début du IIIe siècle, il ne s'agissait plus de détruire l'Empire romain, puisqu'ils s'étaient convertis au christianisme. Il s'agissait de comprendre que le progrès de l'humanité, l'allure, le cheminement de l'humanité vers ses fins dernières, passerait par une conversion des cœurs et par une amélioration progressive, et non pas par un grand chambardement, et cette vision naïve selon laquelle quand on aura tué tous les méchants, il ne restera plus que les gentils, et par conséquent il pourrait y avoir une société fraternelle. Donc c'était peut-être un peu pénible de tuer tous les méchants, mais c'est peut-être méchant de tuer les méchants, mais comme ça aboutira à une situation où il n'y aura plus de méchants, alors cette dernière guerre, on peut la faire, et on peut la faire avec les derniers degrés de la cruauté. Alors c'est donc ça, 93, c'est au fond une résurgence, une énième résurgence. C'est ma thèse. Voilà, d'un état d'esprit qui est pratiquement ancré au fondement même de l'humanité, et qui est... En tout cas de l'humanité occidentale, oui. et qui, ensuite, bien que condamné par l'Église, a toujours existé en sous-main, si vous voulez, avec des résurgences brutales. Par exemple, dans les premiers siècles chrétiens, on racontait qu'un empereur viendrait, un empereur des derniers jours, et qu'il mènerait cette armée des justes contre Gog et Magog, contre les armées de Gog et Magog, et puis l'armée victorieuse convergerait vers le Golgotha. À ce moment-là, il déposerait sa couronne sur le Golgotha, parce que le seul roi du monde, c'est le Christ, et donc le Christ viendrait. Et bon,
Voilà, et les gens croyaient ça. Et alors, ça a donné, il y a eu plusieurs résurgences, et ça a donné des mouvements sociaux extrêmement brutaux au Moyen-Âge, les croisades des pauvres, Oui, les Hussites. les mouvements des flagellants, et à la fin du Moyen-Âge, en effet, les Hussites, les Taborites, et ça a culminé dans l'horrible expérience proto-communiste de Münster, des anabaptistes de Münster, qui ont pris la ville et ont mené une expérience totalitaire sanglante, absolument épouvantable. Mais est-ce que ça, tous ces comportements qui sont évidemment antérieurs à la civilisation, ce sont des comportements qui tiennent probablement au cerveau primitif de l'homme, c'est-à-dire à son cerveau reptilien, qui n'accepte ni les commandements de son cerveau gauche, ni ceux de son cerveau droit, et qui finalement ne vit bien qu'en meute ou Oui. en tribu. Absolument. Alors donc, à moins de supprimer le cerveau reptilien par une opération habile, on voit mal comment on pourra arriver à vaincre ce type de comportement, sauf effectivement par une civilisation. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler à ce stade de notre entretien qu'il y a quelqu'un qui a très bien vu les choses, qui s'appelle Helmut Schöck, et qui a écrit un livre sur l'envie. Oui. Et ce qu'il disait sur les envieux, ça n'est pas qu'on pouvait éradiquer l'envie, puisqu'elle fait partie des péchés capitaux, et donc elle est inhérente Oui. au cœur et à l'âme de l'homme. Mais qu'en revanche, ce que peut une société, et là on retrouve tout à fait votre thèse, c'est surtout ne pas se laisser dominer par les envieux. Donc c'est là que vous avez dit, et avec raison, qu'après tout, ça n'était pas indispensable ou inévitable Voilà. que l'on aboutisse à 1793. Oui, parce que ces atavismes tribaux, groupaux, peuvent être combattus, ils peuvent être compensés, si vous voulez. Hein, et la question est de savoir laquelle de ces influences va dominer sur l'autre à un certain moment. Donc ma thèse, si vous voulez, c'est que le jacobinisme n'a pas de source dans les Lumières, mais a cette source-là qui n'avait jamais été tarie, et simplement, ce millénarisme prend une allure laïque, mais il est parfaitement décelable. Songez aux paroles de la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui. C'est exactement ça que ça veut dire. Dans les tribus primitives, l'autre est impur, il est diabolique, il est habité par les mauvais esprits. Hein. Et ce n'est pas du tout un champ patriotique défendant un pays contre des agresseurs étrangers. Dans un rapport de force, c'est une bataille apocalyptique. C'est une bataille apocalyptique où les soldats de l'an 2 sont les soldats de l'armée du bien et les armées européennes sont les soldats de Gog et de Magog. Alors nous nous trouvons donc à ce moment-là face à un conflit qui se matérialise et qui trouve ces deux camps qui ensuite vont s'affronter tout au fil du XVIIIe et du XIXe siècle et du XXe, bien entendu. Enfin, au XVIIIe, il commence au XVIIIe, mais il s'affronte au XIX et au XXe, et qui trouve évidemment encore aujourd'hui des camps pour s'affronter, puisque nous sommes encore très souvent dans ce type d'affrontement, et nous pouvons même dénoncer, entre guillemets, des hommes et des femmes qui appartiennent à ce camp de 1793. Prenez un type qui vient d'illustrer un petit peu l'actualité, comme Mélenchon. Bon, Mélenchon, qui a des allures parfois un peu civilisées, mais qui, au fond, ne rêve que d'une chose, c'est de la section des piques. Lors du référendum perdu par les pro-européens de 2005, lui-même et quelques-uns de ses amis ont défilé à la Bastille en criant « ça ira, ça ira ». Donc, voilà des gens ce type qui est sénateur, enfin d'ailleurs il reste sénateur malgré le fait qu'il a quitté le camp qu'il a élu, mais enfin ça c'est un autre problème. En réalité, se promène aux environs du jardin du Luxembourg, parce que c'est le siège du Sénat tout à côté, muni d'un grand chapeau à la Mitterrand, mais au fond, son idéal, c'est le sans-culotte. Donc, vous voyez, caché dans la société, avec des atours nouveaux, ceux que l'on porte aujourd'hui, des gens qui, au fond, dans leur tête, sont totalement des fanatiques de 93. Mais si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce combat 93-89 a commencé à ce moment-là. Il n'a jamais cessé depuis, c'est ce que vous venez de dire, mais on peut aller plus loin. On peut dire que c'est lui qui structure la vie politique française depuis 2 siècles. Et non pas, comme on essaie de le faire croire, le conflit des deux France. Vous savez, l'Ancien Régime et la France issue de la Révolution. Parce que l'Ancien Régime, personne ne l'a défendu, sauf une poignée de... Oui, ça s'est terminé finalement avec le duc de Chambord, pratiquement à la fin du XIXe siècle. Non, parce que le comte de Chambord Chambord lui-même
n'a pas réellement Non, mais défendu l'ancien régime. Non, mais les gens de l'ancien régime, après sa mort, n'ont plus vraiment défendu l'ancien régime. Oui, mais même avant, c'est ce que je veux dire, c'est que vous aviez, parce que le grand pays puissant au XIXe siècle, c'est l'Angleterre qui domine le monde, qui domine les mers, etc. Or, c'est quoi l'Angleterre? C'est une monarchie. C'est une monarchie constitutionnelle. Ouais. Alors, les monarchistes français verraient très bien ça en France. Les monarchistes, surtout les orléanistes, qui ont déjà... Non, mais attendez, détrompez-vous, même les légitimistes... là, oui, mais pas le comte de Chambord, pas tellement. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Parce qu'il a joué un imbécile qui veut absolument son drapeau blanc, comme un sale gosse qui veut son jouet. Bon. Mais mon interprétation personnelle, c'est qu'il était très chrétien, vous savez, et il comprenait bien que s'il imposait cela, et si les circonstances lui permettaient de rétablir le trône sur cette base, il y aurait des flots de sang qui seraient versés en France. Et il ne l'a pas voulu, et il s'est obstiné sur son drapeau blanc pour que la chose ne puisse pas se faire. Alors là, c'est évidemment une théorie qui est forte, mais qui emprunte quand même beaucoup de traits à cet éternel problème de ceux qui veulent le pouvoir, mais qui au fond ne le veulent pas vraiment. On a connu ça, il y a d'autres circonstances. Ce sont des gens civilisés. Oui, voilà. Et donc on est au fond au cœur même de la politique, c'est-à-dire que pour faire de la politique, il faut non seulement avoir des idées, enfin de préférence, et avoir surtout une volonté suffisante de les mettre en œuvre. Et ce n'est pas toujours le cas d'individus parfois fort brillants, ou fort inspirés même, cela arrive, et qui, au fond, au moment suprême, décident non pas de franchir le Rubicon, mais d'y tremper un petit doigt de pied, et là, évidemment, ça interrompt leur tentative. Alors, nous allons, comme le temps passe et qu'on ne le voit pas passer, marquer une brève pause qui ne sera pas publicitaire, car nous avons décidé à Reichmann TV de supprimer la télévision, pas la télévision, mais de supprimer la publicité. Et nous ne supprimons pas la télévision, parce que nous sommes absolument solidaires. Vous n'avez pas non plus la redevance, je crois. Non, on n'a ni redevance, mais si on veut la mettre sur les ordinateurs, nos téléspectateurs vont devoir payer une redevance. Donc c'est extraordinaire, c'est que nous demanderons, nous, à Reichmann TV, d'avoir une subvention normale, puisque nos téléspectateurs paieront la redevance, de façon à pouvoir développer nos émissions. Voilà, c'est une nouveauté dont je voulais absolument vous tenir informé. Nous marquons bien sûr une brève pause et nous revenons tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, au cours de laquelle nous évoquons un très important ouvrage qui vient de paraître et dont nous accueillons l'auteur, Philippe Nemo. Philippe Nemo qui est philosophe, historien, écrivain, qui est professeur également, et qui vient de publier aux éditions des presses universitaires de France, Les deux Républiques françaises, un ouvrage absolument magistral qu'il faut lire absolument, car il est une des clés essentielles de la compréhension de l'époque que nous vivons et de celle que nous venons de vivre, tant il est vrai qu'il n'est pas de compréhension sans connaissance de l'histoire. Alors, dans cet ouvrage, après avoir, comme nous l'avons fait au cours de la première partie, exposé les grandes lignes qui font que 1789, date symbolique évidemment, n'est pas du tout 1793, il faut maintenant en venir à ce qui est votre analyse donc de la suite, c'est-à-dire les 2 siècles qui ont suivi cette révolution, et notamment toute une série de mythes qui ont été créés, véhiculés et presque validés par l'idéologie dominante, à savoir que 1793, donc une certaine gauche, a été à l'origine de la République, à l'origine de tous les combats vertueux, elle a été dreyfusarde, elle a été républicaine, elle est toujours républicaine. Résistante. Pardon ? Résistante. Et résistante, et que aujourd'hui il n'est de vrais républicains que de gauche et d'extrême gauche. Alors, vous prenez un soin particulier et une cruauté tout à fait particulière aussi à démonter tous ces mythes. Le premier d'entre eux étant évidemment qu'ils seraient, eux, les héritiers de 93, les inventeurs de la République et de la démocratie. Alors, dites-nous en quoi cette démocratie est bien particulière. Non, mais c'est absolument historique. D'ailleurs, vous dites que vous parlez de mon livre comme un livre d'histoire. En fait, je suis un philosophe et je n'ai pas honte de l'être parce que j'ai une grande admiration pour les historiens. Mais justement, les historiens, très souvent, ont le tort de ne pas être philosophes. C'est-à-dire que les philosophes s'occupent des principes, des concepts, et puis les historiens des faits historiques. Et parfois, les faits rentrent dans les concepts, et parfois, les faits n'y rentrent pas.
Donc quand les faits n'y rentrent pas, les historiens qui ne sont qu'historiens en sont réduits à dire honnêtement les faits, mais à continuer à utiliser les vieilles catégories. Et les philosophes sont capables de changer les catégories, si vous voulez. Alors c'est un peu ce qui se passe, parce que le fait, c'est quoi? C'est que la République dans laquelle nous vivons, en France aujourd'hui, en 2008, a été fondée en 1875, par la Constitution de 1875. Et par qui a-t-elle été fondée? Par les royalistes. Voilà la vérité. C'est la stricte vérité, je veux dire. Mais tous les historiens le savent. Elle n'a pas été votée, comme on le raconte, à une voix, par le fameux amendement Vallon. C'est vrai que cet amendement Vallon a été voté, qu'il a été voté à une voix, mais c'est parce qu'à ce moment-là, les partenaires républicains des royalistes qui voulaient instaurer la République n'avaient pas encore accepté l'idée qu'il y ait un Sénat. Alors, il faut peut-être reprendre un petit peu en arrière, si vous voulez. Vous avez d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette lutte entre 89 et 93, 89 va triompher la plupart du temps, et 89 triomphe au début du 19e siècle, dans les 2 premiers tiers du 19e siècle, sous l'égide essentiellement des monarchies constitutionnelles. D'abord celle de Napoléon Ier, qui n'est pas un démocrate, mais qui quand même promulgue le Code civil, ce qui est l'essentiel de l'état de droit d'après 89. Et puis, donc on peut après se perdre en conjecture sur qu'est-ce qui serait passé si Napoléon n'avait pas fait ses guerres extérieures, pouvait-il ne pas les faire? En tout cas, toujours est-il que sur le plan intérieur, c'est pas un socialiste. Hein, il a créé les conditions juridiques d'une société libérale. Deuxièmement, le roi Louis XVIII, quand il revient, accorde la charte. Et la charte, c'est les principes de 89. Cette charte est amendée dans un sens plus libéral par la monarchie de Juillet. Et d'ailleurs, même Louis XVIII accorde un parlement. Il y a un parlement avec 2 chambres. Une chambre des pairs. Alors celle-là n'est pas très démocratique puisque c'est une chambre des pairs héréditaire. Mais vous avez une chambre, une assemblée qui est élue. Alors sur un régime électoral censitaire, certes, mais c'est une vraie élection sans fraude et qui renverse les gouvernements, qui aboutit à changer les gouvernements. Et donc les Français s'habituent peu à peu à l'état de droit et à une forme de démocratie sous l'égide de ces monarchies constitutionnelles. Alors ensuite, il y a la Seconde République, qui est une république, mais qui est menée par des gens qui sont anti-jacobins. Vous savez que Lamartine, qui prend la tête du groupe qui crée la Seconde République, avait écrit un livre sur les Girondins, qui était un livre où il montrait la monstruosité des jacobins. Donc la Seconde République n'est pas l'œuvre des jacobins, mais de ces républicains bleus, si vous voulez, par opposition aux rouges. Et surtout, évidemment, jamais Lamartine n'aurait réussi s'il ne s'était pas rallié à lui tous les orléanistes, à l'image de Thiers, qui a dit ce mot profondissime, qui est que la République est le régime qui nous divise le moins. C'est le mot qu'il dit dès ce moment-là, si vous voulez. Donc vous avez des gens qui se rallient à la Seconde République, c'est ce qu'on appelle les républicains du lendemain, et la Seconde République a pu avoir un gouvernement stable pendant 3 ans, parce que s'étaient ralliés les anciens monarchistes. Donc là, de nouveau, la France s'habitue à l'état de droit, elle a le suffrage universel. Bon, là-dessus arrive l'épisode Napoléon III, qui supprime la démocratie dans l'empire dit autoritaire, mais qui, lui aussi, sur le plan sociétal, crée un état de droit. D'ailleurs, c'est le moment où le marché de Juillet, puis Second Empire, c'est le moment du grand développement industriel de la France, qui est rendu possible par les lois qui créent les sociétés anonymes. C'est Napoléon III qui a fait... C'est une démocratie économique, en tout cas, pour le moins, quoi. C'est-à-dire que vous avez des libertés civiles, et des libertés civiles garanties par le droit, réellement garanties par le droit devant les tribunaux. Et à la fin du Second Empire, comme vous savez, même sur le plan politique, il amorce une évolution libérale oui. qui redonne un grand pouvoir au Parlement, puis tout ceci culmine dans la Constitution de 1870, qui en fait de la France une sorte d'Angleterre victorienne. Et Napoléon III l'a accepté. Donc là, si vous voulez, c'est là qu'il y a un vrai accident, c'est Sedan, qui est d'abord la bêtise d'avoir déclaré la guerre à la Prusse, et puis la bêtise de l'avoir perdu, comme il l'a perdu. Mais il n'y aurait pas eu Sedan, nous serions peut-être sous le règne d'un Napoléonide qui régnerait. C'est comme le fameux sketch ancien de Roger Pierre et de Jean-Marc Thibault, si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux,
vous autres les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pâtée. Oui, avec des si. Non, mais je veux dire, avec des si, on peut faire. Enfin, il y a Non, mais la tendance. Non, il y a la tendance profonde, effectivement, que vous soulignez dans le livre, en disant notamment que dans toutes les républiques ou non-républiques que nous avons vécues au cours de 2 siècles, c'est quand même 1789 qui, à part 3 brefs épisodes, a gouverné. Voilà. Ça, c'est très important. Mais sous l'égide de monarchies constitutionnelles. Exactement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour tous les Français, la République, c'est l'état de droit. C'est les libres élections, c'est une administration neutre, c'est une absence de tricherie aux élections, et c'est des libertés garanties. Bon. Eh bien, ceci a été instauré par les monarchies constitutionnelles. Alors, là-dessus, oui, alors, précisément, parce qu'il faut que nous avancions, étant donné que, hélas, nous ne pourrons pas lire tout le livre au cours de l'émission. Oui. Mais non, je veux dire, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on démontre, et vous venez de le faire plus brièvement que dans le livre, mais enfin c'est tout à fait éclairant, que ce sont nullement les successeurs de 1793 et les apôtres de 1793 qui ont créé la démocratie, au contraire même, et là ça nous ramène à notre débat actuel, finalement, ils n'ont jamais accepté l'élection. Absolument. C'est-à-dire que si vous voulez, ils prétendent, et on verra, j'espère qu'on aura quand même quelques minutes pour expliquer pourquoi ils ont fait cette OPA sur la République. Ils n'ont pas créé la République, mais ils ont fait une OPA sur elle, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils font comme si c'était eux qui l'avaient créée. Ils prétendent donc maintenant qu'ils sont à l'origine de l'état de droit et de la démocratie. Or, ils n'ont jamais pratiqué le droit, mais toujours les violences et les émeutes. Et ils n'ont jamais pratiqué la démocratie, puisqu'ils ont toujours essayé d'empêcher que se tiennent des élections, ou alors ils ont triché aux élections qui se tenaient, ou alors ils ont agi par la violence contre les électeurs pour les intimider, pour qu'il n'y ait pas de vote contraire à leurs intérêts, ou bien encore, quand ils n'ont pas pu empêcher qu'une élection aille à son terme, ils ont provoqué des émeutes après les élections. Et les 2 grands exemples, c'est les journées de juin 48, qui viennent après les élections, où ils ont eu des élus, mais ils en ont eu qu'une centaine, et il y a 600 élus contre. Et première élection au suffrage universel, depuis l'élection des États généraux en 1789, dans des conditions de parfaite régularité, le peuple français s'est exprimé, et ces gens-là agressent le peuple français en provoquant une guerre civile en plein Paris que l'armée doit réprimer à coups de canon. Et l'armée est dirigée par Cavaignac, qui est justement un bon républicain bleu. Et la garde nationale, ce sont aussi des républicains, mais ils ne supportent pas que les rouges remettent en cause le suffrage universel qu'on vient d'avoir. Le second exemple, c'est la Commune. La Commune, qui est déclenchée le 18 mars 1871, un mois après les élections du 8 février 1871, qui ont donné une chambre royaliste aux 2 tiers. Et pour le dernier tiers, vous avez des républicains modérés, Jules Ferry, Jules Grévy, et une toute petite poignée de rouges. Donc ces gens-là ne respectent pas les élections, ils n'en veulent pas. Et ceci, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je dis tout de suite pourquoi, alors on peut dire, ce sont des salopards, ce sont des monstres, des pervers polymorphes. Évidemment non, il y en a parmi eux, hein. Ça on les connaît bien. Mais ce sont surtout des gens ce sont des fanatiques. Et on retrouve le millénarisme. Ce sont des millénaristes. Pendant le millénarisme, les élus, justement, ils ne sont pas élus. Enfin, ils sont élus. Vous savez qu'élire, ça veut dire choisir. Élus du ciel. Ils sont élus du ciel. Ils ont, dans la Bible, il est toujours raconté comment un prophète a reçu sa vocation. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé, Abraham, ou Dieu appelle Isaïe, Jérémie dit non, je peux pas, je suis bègue, ne t'en fais pas, va, Jonas, va à Ninive. C'est ce qui est arrivé à Bayrou d'ailleurs, il était bègue aussi, et il a été appelé. Et alors, bref, donc les gens qui se sentent choisis par Dieu, dans la tradition millénariste, ne vont évidemment pas demander l'approbation du peuple, puisque le peuple est composé des pécheurs. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un problème simple, parce que quand on a créé la démocratie, quand les premiers à avoir suggéré le suffrage universel, ce sont les Levelers en Angleterre, pays très chrétien et très protestant avec les anglicans et les calvinistes. Et l'objection, c'était, mais comment peut-on faire voter un peuple alors que pour le protestantisme, évidemment, les élus sont une minorité. Et alors, il y a eu une solution théologique à ce problème, mais alors, il est évident pour les millénaristes français, pour les jacobins, qu'ils vont faire le bonheur du peuple malgré lui. Et donc, ils n'ont pas du tout besoin d'être approuvés par le peuple. Et donc, ils n'ont jamais pratiqué les élections.
qu'ils aient toujours pratiqué l'émeute et la violence, ça c'est bien connu, de la terreur, la guillotine, la loi des suspects, etc. On sait moins qu'ils n'ont jamais pratiqué les élections pendant la Révolution. La Convention, cette assemblée révolutionnaire créée après la destitution de Louis XVI, a été élue par 10% du corps électoral. Et tous ceux qui étaient opposants ont été empêchés physiquement de voter. Et cette convention a prétendu représenter le peuple souverain, alors qu'elle ne représentait que 10% du peuple, et elle a en fait gouverné pendant 7 ans, puisqu'elle a gouverné sous la convention dite girondine, sous la convention dite montagnarde, mais aussi sous la convention dite thermidorienne, car quand on a coupé la tête de Robespierre, la convention est restée en place. Et après, elle a dirigé sous le directoire, puisqu'elle avait imaginé une loi extraordinaire qui consisterait à dire que dans les nouvelles assemblées du directoire que l'on créerait, 2/3 des députés seraient obligatoirement d'anciens conventionnels. Donc ces gens qui ont été élus par une poignée de gens, avec des violences inouïes, qui ensuite se sont entre-épurés, ils sont entrecoupés la tête, prétendent exercer le pouvoir, représenter le peuple. Alors qu'ils n'ont jamais été vraiment élus, mais puisque c'est une toute petite minorité. Mais oui, c'est un putsch fasciste, c'est une prise de pouvoir fasciste. Alors, nous avons aujourd'hui, puisqu'il faut quand même parler de ce qui se passe actuellement, oui. Nous avons un courant qui se réclame très directement de ces pratiques, c'est ce qu'on appelle le courant du troisième tour social. Vous avez deux tours, parce que chez nous, nous votons en 2 tours, au terme desquels des gens sont élus. Ces élus ne sont finalement pas les élus de Dieu, puisque ceux qui détiennent la parole divine, ce sont les détenteurs des pouvoirs sociaux, c'est-à-dire en fait les syndicats, qui peuvent déclencher un troisième tour social. Alors, nous sommes au nom d'une vérité suprême qu'ils possèdent, qui ne démontrent pas, mais dont ils ont une sorte de conviction, d'intime conviction, mais ça s'appelle du fanatisme. Et du coup, ça nous amène, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais il faut au moins parler d'une chose, c'est le problème de la laïcité. Parce que l'OPléa qui va être faite par ces gens-là, par cette extrême gauche sur la République, a pu être faite parce qu'ils ont pris l'école et que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est eux qui racontent l'histoire. Mais comment ont-ils pris l'école ? Par ce thème de la laïcité. Alors la laïcité, vous le démontrez très bien dans l'ouvrage, c'est tout simplement le contraire de ce que l'on entend habituellement par laïcité, c'est en fait le laïcisme, c'est-à-dire une volonté de contrer l'autre Église, c'est-à-dire l'Église de Dieu, qui, comme nous le disions en commençant, est une Église qui, elle, finalement conseille à l'homme, en tout cas, de supporter ses misères dans l'espoir que le ciel le lui rendra. Et pour les millénaristes, il n'en est pas question, il faut que ce soit immédiatement la victoire de leurs idées, et donc ils confisquent l'école, en quelque sorte, au nom de la laïcité, mais qui n'est en vérité qu'une manière comme une autre d'habiller leur intolérance systématique. Ils veulent détruire, en réalité, l'esprit chrétien. Mais conformément au programme qui était déjà celui des déchristianisateurs de la Révolution, et qui va être reprécisé par l'abominable personnage qui est Edgar Quinet, à qui je consacre un chapitre, qui pourtant a droit à une station de métro, pas loin. Oui, et même à un marché où les gens viennent paisiblement faire leurs emplettes, mais... Plus un boulevard, plus quelques... Oui, c'est sur le boulevard, précisément. Mais surtout, Je vous signale également, peut-être n'avez-vous pas observé, que c'est boulevard Edgar Quinet qu'Action Directe a assassiné Georges Besse, car il y demeurait. Ah. Donc, pour votre prochain ouvrage, vous pouvez dire qu'Edgar Quinet, qui est un personnage abominable, a également illustré de son nom un drame abominable. Non, mais ça paraît énorme de dire que c'est un personnage abominable, parce que c'est un personnage propre sur lui. Enfin, je veux dire, c'est pas une brute sanguinaire, c'est un intellectuel, professeur au Collège de France. Mais il a écrit des ouvrages où il dit qu'il faut exterminer le christianisme en France. Ce qui d'ailleurs, en soi, il a le droit de le vouloir. Mais ce qui est problématique, c'est les moyens qu'il suggère pour le faire. D'où la responsabilité des intellectuels. Un intellectuel propre sur lui, comme vous le dites, peut parfaitement donner des idées abominables et valider ces idées à des gens qui, eux, sont moins propres sur eux et sont surtout moins disposés à faire une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il est connu que Pol Pot a fait ses études à la Sorbonne. Exactement. Mais donc, cet Edgar Quinet dit qu'il faut supprimer les conditions matérielles du culte. Il faut qu'il n'y ait plus une église debout et plus un prêtre vivant, si vous voulez, et après quelques générations, tout ceci sera entièrement éradiqué.
Et il prétend que c'est ce que les chrétiens auraient fait sous l'Empire romain, à l'encontre du paganisme, et il dit qu'il faut reprendre les mêmes. Et pourquoi est-ce qu'il faut exterminer le christianisme? Parce que c'est contraire à la liberté. Moi, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais il veut exterminer le christianisme. Or, c'est un haut gradé du Grand Orient de France. Et ces idées littéralement fanatiques vont être diffusées auprès des professeurs, enfin, des instituteurs, notamment par ce biais, par le biais de la Ligue de l'enseignement, par le biais des loges. Bon. Et alors là-dessus arrive la Troisième République. Et elle est dirigée donc il y a une chambre de 2 tiers royalistes, il y a eu un échec de la Restauration, et les royalistes optent pour la République, parce que c'est la seule solution, puisque aucune des 3 dynasties qui ont régné sur la France ne peut s'imposer sans un bain de sang. Donc la République est le régime qui nous divise le moins. Et ils vont donc voter la Constitution de 1875, et attention, pas à une voix, hein, c'est tous les royalistes ont voté, sauf les chevaux légers, qui étaient c'est-à-dire que même les légitimistes ont voté pour la Constitution. Seule une partie des légitimistes, qu'on appelait les chevaux légers, ont voté contre. Et il se trouve que pour des raisons électorales, alors quelques années après, les républicains obtiennent à eux seuls la majorité à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Et cette fois-ci commence ce qu'on appelle la République des Républicains. Il faut bien comprendre qu'il y a la Troisième République, d'abord sous forme provisoire avec MacMahon entre 1870 et 1875. Il y a la Constitution de 1875 votée par toute la Chambre. Et ensuite, à partir de 1879, les républicains ont la majorité. Mais il faut bien savoir que c'est des républicains modérés. C'est Jules Grévy. Et ce sont des gens qui ont approuvé l'écrasement de la commune par le sang. Il n'y a pas un once de socialisme ou de communisme chez eux. Et à ce moment-là, la grande question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire sur le plan culturel. Est-ce qu'ils vont, et en particulier l'école, puisque toute la France de cette époque aspire à un progrès intellectuel, à un progrès d'instruction, d'autant plus qu'on vient d'avoir une tripotée par l'Allemagne, et que la Prusse, et que tout le monde dit que ce qui a gagné, c'est l'instituteur prussien et l'ingénieur prussien. Donc il faut faire une école. Cette école, ils ne peuvent pas la confier aux catholiques, puisque ils sont anticléricaux, et puis ça serait revenir au pouvoir clérical sur l'école qui existait sous le Second Empire. Ils peuvent pas mais ils ne veulent pas non plus la confier à kinés ou aux gens aux kinétistes, parce qu'ils voient bien que c'est un fanatisme, et que ce fanatisme créerait une culture pas du tout libérale. C'est là que naissent les hussards noirs de la République. Exactement, voilà. Il la confie donc aux protestants, qui sont la solution de cette quadrature du cercle. Solution provisoire. Hélas, parce que ces protestants sont des gens qui sont aussi méfiants à l'égard du cléricalisme catholique, mais qui sont chrétiens, et qui sont donc respectueux de la foi, et qui par ailleurs sont admirateurs de la science et désireux qu'il y ait un enseignement scientifique qui soit pas sans interférence avec le dogme chrétien, mais pourvu qu'on sépare bien les deux choses, ils respectent et ils créent. Mais ils vont être débordés. Oui, mais attendez, avant qu'ils le soient, c'est eux qui créent. Si vous voulez, ce qu'il faut bien que les Français sachent, c'est que la seule période de notre histoire où l'école publique ait été laïque, c'est les 30 ans où elle a été dirigée par des chrétiens. C'est très important. Mais évidemment, parce que l'idée de laïcité, d'abord, elle a été inventée par le christianisme, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La première idée d'un État, il y a aussi l'expérience grecque, de la cité grecque, mais la première idée d'un État désacralisé, le fait de désacraliser l'État, est une idée judéo-chrétienne, juive aussi. Hein. Et donc il n'y a aucun obstacle de la part de ces protestants à faire régner une vraie laïcité. Et c'est eux qui créent l'école que Péguy appellera les hussards noirs de la République. C'est pas du tout les hussards noirs de la République socialo-communiste, c'est les hussards noirs de la République protestante. Et même d'ailleurs, en fait, quand Péguy était né en 1873, donc les hussards noirs, ce sont les élèves de l'école normale du Loiret, qui était instituteur dans l'école annexe de l'école normale, dans laquelle le petit Péguy était élève. Et évidemment, ces jeunes élèves instituteurs avaient été formés à l'instigation des dernières années, des politiques scolaires dans les dernières années du Second Empire, c'est-à-dire Victor Duruy, et ensuite, sous MacMahon, Jules Simon. Alors, c'était donc des spiritualistes. Hein.
Et voilà les hussards noirs. Et donc, tout à fait admirable, effectivement, puisqu'ils enseignent des connaissances sérieuses, et par ailleurs, ils respectent les consciences. Et ceci va changer complètement avec la première union de la gauche, le nom officiel c'est Bloc des gauches, hein, entre 1902 et 1906, où les fanatiques vont prendre le pouvoir. Et donc, les nouvelles classes, les nouvelles couches sociales vont s'emparer de l'école, par le biais tout simplement d'un recrutement d'instituteurs qui vont tous, en tout cas la plupart d'entre eux, obéir donc à ce nouveau cours que l'école va prendre et qui va effectivement promouvoir le laïcisme et non pas la laïcité. Et comme vous l'avez dit oui, allez-y. Oui, il faut bien comprendre que le laïcisme, c'est le contraire de la laïcité, puisque et la raison de fond, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle est exposée par Anatole Laurent-Beaulieu sur le moment même, hein, c'est que qui dit laïcité, comme en Amérique, par exemple. L'Amérique, c'est le premier pays qui était laïque, au sens où il n'y a eu aucune église établie, comme on disait, payée avec de l'argent public. Tout simplement parce qu'il y avait un pluralisme religieux en Amérique, et ça a commencé en Pennsylvanie. Mais si vous êtes... Donc l'État est neutre en matière religieuse, sans être hostile aux religions. Mais s'il est neutre, ça veut dire que, par définition, il va y avoir plusieurs religions, plusieurs dénominations. Et donc il va y avoir un pluralisme idéologique. Et c'est ce pluralisme que les fanatiques n'acceptent pas. Parce qu'ils veulent transformer le monde, donc il faut que tout le monde croie que le monde est insupportable. Et donc si vous laissez subsister des influences qui disent que le monde est supportable, parce que, en effet, pour un chrétien, nous sommes tous pécheurs, donc aucun combat ne va supprimer le mal dans le monde, il faut d'abord le supprimer dans notre cœur, et par conséquent, les comptes ultimes seront réglés au ciel, et non pas sur terre. Alors, et en attendant, il faut essayer de faire le moins de mal autour de soi. Bon, et donc, si vous laissez subsister cette propagande, cette influence, jamais vous n'obtiendrez l'unanimité qui seule permet de faire la révolution. Donc, ces fanatiques sont intolérants et ils prennent l'école au sens de kiné, c'est-à-dire il faut que cette école soit laïciste dans leur sens, et il faut d'autre part qu'elle ait un monopole. Alors, précisément, ça nous amène, avec le temps qui passe, à la conclusion de votre ouvrage. Oui. Vous dites que si la France, seule de toutes les nations civilisées, n'a pas embrassé, finalement, au cours du dernier demi-siècle, une vision différente de l'histoire, qui serait une vision plus moderne, plus proche de 1789, c'est tout simplement parce que l'école a été en quelque sorte confisquée par une tendance, et c'est précisément cette tendance de 1793 qui a formé les consciences. Alors, je renvoie bien sûr nos téléspectateurs à votre ouvrage, mais il y a un point sur lequel je voudrais quand même vous exprimer, non pas un désaccord, mais disons une nuance. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec l'idée qu'il est fondamental que l'école ne confisque pas la pensée, mais vous dites que c'est la cause majeure du fait que la France finalement n'est pas une démocratie apaisée comme le sont la plupart des démocraties modernes, même si les conflits ne disparaissent nulle part. Mais si votre thèse est juste, comment se fait-il qu'il y ait encore en France des gens de droite, puisque tout le monde va dans les écoles confisquées par la gauche, vous la mettez avec un G majuscule pour indiquer que c'est une religion et non pas simplement une idée politique. Alors, moi je pense, pardonnez-moi de vous suggérer cette idée, qu'en réalité, si la vôtre est parfaitement juste, la véritable raison est encore au-delà, c'est la raison pour laquelle je mène le combat social que vous savez, c'est que tout simplement, comme le disait Paul Bourget, que vous citez dans votre ouvrage, à un moment, quand on ne pense pas comme on vit, on finit par vivre comme on pense. Donc en réalité, je crois que c'est parce qu'on a enlevé, mais vous le citez également dans l'ouvrage, à ceux qui ne pensent pas comme ceux qui veulent leur imposer leur point de vue, quand on leur enlève leurs moyens d'exister, de combattre, de vivre selon leurs idées, et bien c'est pour cela que finalement, il est très difficile de vaincre ce genre de système. Que pensez-vous de cette contradiction qui n'est pas une vraiment, mais qui serait plutôt une injonction? Mais il faut simplement bien comprendre que en matière sociale, rien n'est éternel. En matière individuelle, hélas, quand on commence à avoir une décadence, c'est probablement son retour, bien que même sur le plan individuel, ça ne soit pas sûr non plus, en tout cas de façon linéaire, mais sur le plan social, évidemment non, puisque vous avez des générations qui se renouvellent. Donc cette situation
dure depuis longtemps, et en plus, moi je suis persuadé qu'il y a eu dans l'histoire de France une série de guignes. Hein, vous savez, ça existe, hein, comme au jeu, vous tirez plusieurs fois un mauvais coup, hein, et la France a tiré plusieurs fois un mauvais coup, parce qu'il y a eu, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a eu ensuite ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'occupation, Vichy, la résistance, etc. Et donc l'emprise de la gauche sur l'école a été encore augmentée après la guerre, et ce qui est le comble encore plus sous la Ve République, pour des raisons qui seraient très, très longues à expliquer. Mais tous ces événements, aucun de ces événements n'était nécessaire, c'était des mauvaises chances. Alors il suffit que nous ayons un peu de chance pour que une autre dynamique soit enclenchée. Alors, la chance, effectivement, il y a deux façons de la solliciter. L'une consiste à essayer d'apporter un peu d'argent à l'État par le biais des jeux, le loto, tous les autres tirages auxquels on peut se livrer. Et puis, il y en a une autre, c'est de combattre pour ses idées, ou combattre pour des idées. C'est ce que vous faites avec une maestria vraiment extraordinaire. Merci. En publiant cet ouvrage dont je vais remontrer à nouveau la couverture. Il me reste à vous remercier, Philippe Nemo, et à espérer que dans les semaines et les mois qui viennent, vous aurez l'occasion de développer vos idées devant de très nombreux auditoires, car jusqu'à présent, les idées que vous défendez sont tellement à l'encontre de la pensée dominante que je ne pense pas qu'on vous accueille avec un enthousiasme extraordinaire sur les télévisions du système. Je rappelle l'ouvrage que nous venons d'évoquer au cours de cette émission, Philippe Nemo, Les deux républiques, aux presses universitaires de France, un ouvrage qu'il faut lire absolument, car c'est un ouvrage vraiment fondamental, et je le dis sans l'ombre d'une hésitation. Merci, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de nous avoir écoutés. Dans les circonstances difficiles que nous vivons, garder courage, c'est l'essentiel, c'est ce qui permet parfois d'avoir de la chance. À bientôt, vive la France.